les 4 personnes qui sont réunies ici, puis beaucoup d'autres gens, il y en a quelques-uns aussi dans la salle que je reconnais. On a signé une lettre, en fait, que j'ai rédigée avec Paul Clich et Frédéric Dubois aussi, qui est un réalisateur, quelqu'un de très engagé. Parce qu'on voyait la grève étudiante qui perdurait, tout ça, puis on s'est dit, on regardait, il y avait des mails, des images, des statistiques qui arrivaient sur nos fils de nouvelles de Facebook, entre autres, et de Twitter, puis tout ça, et puis qui, moi, m'interpellait beaucoup, et qui faisait en sorte que dans toute cette espèce de débat-là, puis de ce qu'on a appelé la crise étudiante, il y avait un malaise qui était un peu sous-jacent à tout ça, puis c'était le fait qu'on se demandait, mais de quel droit le gouvernement a le droit d'être aussi intransigeant vis-à-vis de la population, vis-à-vis d'une population qui se mobilise autant, quand, et on va le voir, il est dans le fond le porte-parole, ben pas le porte-parole, mais il a été amené là par une faible minorité de citoyens. Puis c'est un peu avec des constats comme ça qui reviennent périodiquement dans l'histoire qu'il y a des gens qui se disent, ben, il me semble que l'idée de la proportionnelle, là, ça nous aiderait à tout le moins à légitimer un gouvernement, à faire en sorte qu'il n'y ait pas les coudées complètement franches s'il n'y a pas assez d'appui, puis qu'il soit obligé de s'allier avec d'autres s'il y a besoin. Puis les alliances, ça permet de tempérer souvent certains radicalismes de chacun qui peuvent faire en sorte qu'au final, ben, on va peut-être avoir un gouvernement qui représente un peu plus la vision puis la volonté de la majorité. Bref, donc c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit la lettre sur la paix sociale par la proportionnelle, parce qu'on n'est pas dupe, on ne pense pas que c'est la seule proportionnelle qui va amener la paix sociale, là. On s'entend, puis qui est la seule garante de la paix sociale, mais c'est un des facteurs qui pourrait nous aider à relégitimiser le gouvernement. Chose à laquelle on a du mal à croire en fin de mandat, en fin de troisième mandat comme ça, dans une crise aussi grave, en regardant les pourcentages que le gouvernement a reçus. Bref, on vit dans le système dans lequel on vit, il faut le respecter, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas le remettre en question. Donc, le mode de scrutin actuel puis le système parlementaire actuel nous amène à ce constat-là. C'est un mode de scrutin uninominal à un tour, donc ça veut dire que tu as juste besoin d'avoir plus de votes que les autres séparément, pas réunis, pour remporter. Ce qui fait que si les partis continuent de se multiplier comme ils se multiplient en ce moment au Québec, et moi je ne considère pas forcément que c'est une mauvaise chose, mais bon, ça complexifie l'affaire, on va dire. Ben, ça veut dire que peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on va se ramasser avec des députés qui vont avoir reçu 25, 22, 20% de voix de ceux qui se présentent aux élections. Hein? Ça, c'est encore une autre histoire. Fait que finalement, ils vont être quoi? Ils vont avoir été élus par 5, 10, 15% des électeurs de leur circonscription. On s'en va tout droit vers une crise de légitimité de nos élus. Le nombre de circonscriptions actuellement au Québec, c'est 125. Donc, il y a un seul type de député en ce moment, c'est les députés de circonscription. Bon. Le mandat des députés est limité à un maximum de 5 ans. Le choix de la date du scrutin est la prérogative du premier ministre. Ça, c'est une autre affaire qui semble, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, même dans des démocraties très contestables, c'est quelque chose qui existe peu quand même. Le scrutin a toujours lieu, ou souvent en tout cas par tradition, un lundi. Ce qui rend difficile, c'est des fois le vote des travailleurs précaires, le vote des gens qui travaillent dans des business où on n'ira pas vérifier si on respecte leurs heures de vote. Il n'y a aucun mécanisme qui permet la plus juste représentation des différents partis politiques, les partis plus marginaux, des femmes, des minorités ethno-culturelles, et puis de tous les groupes qu'on pourrait imaginer qui mériteraient d'être représentés à ce titre. Ça favorise le bipartisme, on en a déjà parlé, et puis les députés sont indélogeables, c'est des monarques élus pour 5 ans, et puis c'est tout. Ils font ce qu'ils veulent pendant ce temps-là. Il n'y a aucune mécanique qui permet aux citoyens de se faire entendre ou de proposer des débats, ce qu'on appelle des référendums, entre autres, d'initiatives populaires, ou encore le système de révocation des élus. Ça, c'est une autre histoire, mais bref. Puis il y a un financement hybride des partis en ce moment qui est public-privé. Ça fait drôle de dire ça, hein? Mais c'est quand même pas exactement les PPP, là, mais... Donc et puis ça permet toutes les dérives qu'on suppose en ce moment qui ont lieu.
jusqu'à tout récemment, le don maximal annuel était de 3 000 $, ça a été ramené à 500, mais ça ne réglera pas forcément tous les problèmes. Et il y a donc... À 1000, pardon, merci. Et donc, ça ne réglera pas tous les problèmes, ça va juste multiplier le nombre de donateurs qui servent de passerelle pour donner, faire des dons au nom d'entreprises. Et puis, bon, le lieutenant-gouverneur, qui est un représentant de la rêve, un autre vestige du parlementarisme britannique, qui est là, mais qui n'a aucun vrai pouvoir, finalement, qui est là pour avaliser les décisions du Parlement. Si on regarde les élections du 8 décembre 2008, les dernières élections, on les connaît tout le monde, mais j'aime ça réinsister sur ce chiffre-là. Le Parti libéral a reçu 42 % des voix, puis il y a eu 66 sièges avec ça, ce qui veut dire qu'il y a eu 52,8 % des sièges de l'Assemblée nationale. Le PQ a eu 35 % des voix, 40 % des sièges. Puis là, avec l'ADQ, là, on a comme un exemple de distorsion incroyable. 16 % des voix, 5,6 % des sièges. Alors, quand on dit que ça favorise le bipartisme, là, ici, on a l'exemple classique. Là. Les deux premiers se font booster leur vote, puis les suivants, ben, leurs votes sont complètement annulés, puis on regarde ce qui reste pour Québec solidaire puis le Parti vert. Quand on dit un député, ouais, c'est un député, mais c'est 0,8 % des représentants à l'Assemblée nationale avec 3,78 %. Alors, quand on demande à un électeur de croire que son vote a un poids, ben, il y a un poids si tu votes comme toutes les autres. Mais dès que tu ne votes pas comme les autres, tu n'as plus de poids. Puis l'élection, le graphique suivant va vraiment bien le montrer. Ça, c'est le graphique le plus révélateur que j'ai vu sur le sujet dans les 5 dernières années. La ligne jaune en haut, c'est les abstentions. La ligne rouge, c'est le Parti libéral, puis la ligne bleue, c'est le Parti québécois. Alors, si vous regardez bien, il y a presque eu autant d'abstentions que les votes du Parti québécois et du Parti libéral réunis. Ça, c'est les dernières élections. Alors, quand le gouvernement se présente devant les étudiants qui sont dans la rue depuis 3 mois, puis qui dit « on représente la majorité », bien, c'est peut-être normal qu'il y ait du monde dans la rue qui dit « j'ai pas l'impression ». Là, on a vraiment l'expression de la frustration des gens. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais je pense qu'il y en a une parmi celles-là, c'est peut-être celles qui ont l'impression que même s'ils vont voter pour des partis plus marginaux, comme le Parti vert, comme l'ADQ, la CAQ maintenant, ou comme Québec solidaire, là, je ne parle pas des autres, bien, ça ne donnera rien. Fait qu'il y a des gens qui préfèrent rester chez eux. C'est une des raisons qui font qu'ils restent chez eux. Mais je pense que si on était capable d'adopter un système, un mode de scrutin qui abolirait, qui rétablirait un certain équilibre entre les votes reçus et le nombre de sièges qu'on obtient, bien peut-être que ce pourcentage-là, il diminuerait substantiellement. Il n'y a qu'à penser à la participation qu'il y a eu au référendum de 1995. Les gens sentaient qu'il y avait un vrai vote parce que c'était juste oui ou c'était juste non. Puis là, on s'est déplacé à 94 %. Donc, quand les gens sentent que ça a un impact, il y avait aussi le sujet, on s'entend, là, qui venait jouer beaucoup. Mais je pense que la prochaine élection, le sujet pourrait motiver les gens à se déplacer. Le problème, c'est qu'ils ont l'impression que si leur vote diverge des deux premiers partis, ben, ça ne donnera rien. Donc, c'est là qu'on est rendu. Alors, le rapport du DGEQ de 2007, après tout ce qui s'est dit, je n'ai pas envie de revenir sur ce qui s'est dit, proposait d'explorer, en fait, faisait l'exploration de plusieurs modalités de mode de scrutin mixte. Il y avait, donc, le scrutin mixte compensatoire, je vais revenir avec ça, là, mais il proposait une compensation nationale. Ça veut dire qu'on répartit les sièges en fonction des votes reçus au niveau national. Il y a aussi une compensation régionale. Ça veut dire que c'est par région qu'on répartit les sièges. Puis, il y a l'autre modèle, qui est la compensation nationale avec une redistribution régionale. Je vais vous montrer comment ça se dessine. Alors donc, c'est ce modèle-là que globalement, chez tous les acteurs qui défendent la proportionnelle, on a retenu, il y en a d'autres. Ça s'appelle le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Alors, la façon dont ça se déclinerait au Québec, il y a plusieurs organismes, plusieurs partis, le DGEQ aussi. Je vous en présente un, là, comme le disait M. Belland, il y a plein de différences, il y a plein de détails entre plein de modèles. Je ne vous les présenterai pas toutes. Je vous en présente un standard qui est à peu près entre le modèle
présenté par le DGEQ, le MDN, Québec solidaire, Option nationale, pour ce que j'en sais, parce qu'ils n'ont pas encore éclairci leur truc là-dessus. Mais... Bref, 78 députés de circonscription élus comme maintenant, au scrutin uninominal à un tour. 78 députés, donc, si vous calculez, ça fait presque autant de circonscriptions qu'au niveau fédéral. Il y en a 3 de plus. On donne, entre autres, une voix de plus aux Inuits. Donc, question qu'il y ait une plus juste représentation, puis qu'ils puissent avoir un député qui les représente vraiment à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quelques circonscriptions de plus, mais grosso modo, on s'en tient aux circonscriptions fédérales. Ce qui change, c'est les 50 députés de liste qui se rajoutent, pour un total, si vous savez faire le calcul, de 128 au lieu de 125 comme maintenant. Et donc, les circonscriptions sont insérées dans 8 régions électorales. Et c'est ces 8 régions-là qui vont être le théâtre de la répartition des 50 sièges de compensation. Voici comment ça se découpe sur la carte électorale. Vous avez ici une région, j'ai l'impression de présenter la météo. Vous avez ici une région, l'ouest et le nord du Québec, qui aurait 6 députés de circonscription, 4 députés de région, pour un total de 10 pour l'ensemble de ce territoire-là. Et donc, ça c'est un exemple, là. Et donc, vous les avez découpés en 8 régions comme ça, l'Est du Québec, la Montérégie. Par exemple, ici, la Montérégie, c'est 14 députés de circonscription, 9 députés de région, pour un total de 23. Alors, si on regarde le prochain, en ce moment, si on va parler de la Montérégie, c'est ce qui vous intéresse. En ce moment, à cause des frontières de la Montérégie et des frontières des circonscriptions qui ne sont pas exactement pareilles, il y a entre 21 et 23 les circonscriptions selon lesquelles on compte, qui sont en Montérégie dans le modèle actuel. Il y a Nicolet-Yamaska qui est à cheval sur 2 régions, puis Brome-Missisquoi, je pense. Dans le nouveau modèle proposé, il y aurait donc pour la Montérégie 14 circonscriptions, à peu près comme au fédéral, puis 9 députés de liste pour un total de 23 députés pour l'ensemble de la Montérégie. Fait qu'au final, à l'Assemblée nationale, le poids de la Montérégie resterait à peu près le même. C'est sûr qu'au niveau régional, pour la proximité avec notre député, on a trouvé que d'avoir un peu moins de circonscriptions, mais d'avoir des députés de liste, ça permettait de quand même garder le lien avec l'élu, tout en ayant de la place pour des députés de liste. Il n'y a pas personne qui voulait qu'on augmente le siège à 200 pour permettre de garder le même nombre de circonscriptions puis de rajouter, par exemple, 60 ou 75 députés de liste. Ça n'intéressait personne dans tous les rapports, dans toutes les consultations qui ont été faites. Alors, donc sur mon bulletin de vote, le jour où ça se concrétise, là, question que ça soit clair pour tout le monde, le candidat de ma circonscription, j'ai un bulletin pour l'élire. Comme maintenant, pareil, ça ne change pas. Ce qui change, c'est la liste du parti que je veux voir représenter au niveau des sièges de ma région. C'est là qu'il y a un nouveau bulletin que j'ai illustré comme ça. Okay? C'est un exemple, ça n'aurait pas forcément l'air de ça. Mais donc, vous avez une liste, il y a 9 sièges à remplir, et puis il y a 9 personnes pour chacun des partis. Et donc, en fonction de ce qu'on reçoit comme vote, au niveau national, ça je vais y revenir après, mais donc, c'est réparti. C'est par exemple, si on a le 3/9, donc 30% des votes, ben, c'est les 3 premiers de la liste qui vont se ramasser comme députés de la région. Ici, si vous voyez bien le modèle que j'ai présenté, il y a un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. C'est une des modalités qui est suggérée pour amener une parité, amener un meilleur équilibre dans la parité homme-femme au Parlement. Donc, d'avoir l'alternance homme-femme sur les listes. Et on propose aussi, bon, je me suis amusé avec les noms un peu, là, on propose de mettre, d'avoir une juste représentation des communautés ethnoculturelles. Donc, il y aurait aussi des représentants des communautés ethnoculturelles dans les listes, puis on essaierait qu'ils ne soient pas toutes en bas de liste, idéalement. Parce que les derniers. Il y a aussi un modèle, il y a deux, au dernier, l'avant-projet de loi qui était présenté par les libéraux ne permettait pas de se présenter à la fois sur la liste et dans le comté. Par contre, la plupart des modèles retenus le permettent. Donc, à ce moment-là, si vous êtes élu dans votre comté, votre nom saute sur la liste, puis c'est le suivant qui se retrouverait qu'à être député de circonscription. Puis évidemment, si vous remportez toutes les circonscriptions de la région, bien, c'est fort probablement pas pour vous que les députés de liste vont servir, parce que vous n'aurez pas besoin d'être représenté. Vous n'aurez pas besoin d'être représenté par des députés de liste, étant donné que la compensation va aux partis qui n'auront pas reçu de siège. Donc ça, j'en ai parlé.
Donc, par exemple, si un parti a obtenu seulement 5 sièges de circonscription, alors qu'il a recueilli 10% du vote populaire, là on parle au niveau national, au niveau du Québec au complet, donc ça lui aurait valu en théorie d'avoir 13 sièges sur 128. 5 sièges, 10%, ça lui aurait valu 13 sièges. Comme il y en a eu seulement 5, on va se dire qu'on va lui donner 8 sièges au niveau compensatoire. Puis ces sièges-là vont être répartis principalement dans les régions où le dit parti a reçu le plus fort appui. Donc c'est comme ça qu'on le répartirait. C'est-à-dire, par exemple, Québec solidaire aurait probablement, je soupçonne comme ça, là, plus de sièges compensatoires à Montréal que sur la Côte-Nord, par exemple. Pour avoir droit à la compensation, ça c'est certain qu'ils le proposent, les partis politiques devraient répondre à ces deux conditions-là, avoir présenté des candidats dans 39 circonscriptions minimum et avoir récolté 3% et plus, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 5, des voix exprimées dans l'ensemble de la province. Donc c'est ça à peu près pour les modalités. Donc, résumé, mode de scrutin mixte compensatoire combinant plus ou moins 78 sièges de circonscription, au total 128 sièges, donc avec un ratio 60-40, national, régional, on parle de pourcentage là ici. Une compensation nationale et une distribution régionale des sièges de compensation. Des listes régionales fermées établies selon les procédures propres à chaque parti, dans le respect des balises régies par le DGEQ. Le bulletin à 2 votes, comme je vous l'ai montré. La double candidature est permise. Des mesures structurantes puis des mesures financières pour une représentation égalitaire entre les femmes et les hommes, ainsi que pour une juste représentation de la diversité ethnoculturelle. Un seuil minimal. Et puis, la méthode de calcul de Hare, je ne rentrerai pas là-dedans, à moins qu'il y en ait des crinqués qui veuillent me questionner là-dessus. Là. Pour répartir équitablement les sièges de compensation, c'est la méthode qu'on utiliserait pour calculer la façon que la compensation se fait. D'autres réformes des institutions démocratiques qui ont été jasées soit dans les États généraux, soit ailleurs, bien, les référendums d'initiative populaire, les étudiants auraient peut-être trouvé ça pratique. Les élections à date fixe, pour éviter qu'on joue au yo-yo avec les dates d'élection, comme c'est le cas en ce moment, par exemple. Il y en a qui proposent le scrutin dimanche au lieu du lundi, ce qui permettrait à plus de gens de se déplacer le jour du vote. Puis aussi, le financement public des partis. Il y a même Jean-Martin Haussan qui a proposé récemment un administrateur général pour remplacer le lieutenant-gouverneur, qui serait, dans son cas, je pense, c'est nommé par l'ensemble de l'Assemblée nationale, non 100%. S'il y a des gens qui le savent, corrigez-moi si je me trompe. Mais il me semble que c'est ça. L'ensemble des députés devraient voter à l'unanimité pour l'élection d'un administrateur général. Gouvernement de coalition, évidemment, ça c'est ce qui arrive quand on a un mode de scrutin proportionnel, parce qu'il n'y a personne qui a 50%. Donc, pour avoir un gouvernement majoritaire, si on le désire, ça force à former des coalitions. Et selon moi, c'est plutôt simple. Un système de révocation des élus, il y en a souvent qui en ont parlé, alors là, comment ça s'exprimerait, dans quelle modalité, ça reste à vérifier, mais ça pourrait parfois être apprécié. Puis un système de consultation des électeurs, ça se jase depuis très longtemps, mais le problème qu'on a toujours, parce que même dans un mode de scrutin proportionnel, puis ça c'est quelque chose qui nous amène sur une réflexion beaucoup plus large, mais sur le type de gestion de la vie démocratique qu'on veut au quotidien. C'est-à-dire, parce que même dans le mode de scrutin proportionnel, on a une plus juste représentation, mais les gens, ils restent pendant 4 ans à pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, comme par exemple au Brésil, une ville comme Porto Alegre, qui a 2 millions d'habitants, qui est comparable à Montréal en termes de grosseur, fait voter une portion de son budget par les électeurs dans des assemblées populaires. Quand ils ont commencé en 85, 86, il y avait seulement 2000 personnes, je pense, qui se déplaçaient, 4000 personnes qui se déplaçaient à ces assemblées-là. Maintenant, on a entre 200 000 et 300 000 personnes qui se déplacent. Sur une ville de 2 millions, c'est énorme. À chaque année, il faut savoir que dans les villes au Brésil, des villes grosses comme Porto Alegre, il y a une portion du budget de la santé qui est gérée par la ville, du budget de l'éducation. Donc, c'est énorme. Alors, je pense que c'est pas du tout utopique de penser qu'une province de la grosseur du Québec pourrait aller dans un mode consultatif avec les électeurs, voire, dans certains cas, peut-être même légèrement coercitif pour demander et aller tenter le pouls des électeurs sur les politiques générales qu'ils veulent voir se réaliser. Donc, c'est un peu ça pour le topo
des différentes avenues là, qui sont proposées. Puis pour le mode de scrutin mixte compensatoire, c'est pas mal le modèle qui est retenu par la plupart de ceux qui militent, la majorité des gens qui militent pour le mode de scrutin proportionnel au Québec. C'est le modèle qui a été principalement retenu.